Hey, bonjour à tous, bienvenue dans 168. J'ai une voix de winner. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, je suis dans une voix grave depuis environ 5 minutes. J'ai l'impression de parler comme Emmanuel Macron pendant sa dernière allocution. Mes chers compatriotes, la vie doit reprendre ses droits. C'est pourquoi il faudra une troisième dose. Ah ouais, j'ai une voix un petit peu chaleureuse ce soir, je sais pas pourquoi. Là, je suis sur une tonalité qui est pas la mienne. Attendez, j'ai boire un petit jus là. Ouais, d'accord, c'est revenu. Super, les gars, j'espère que vous allez bien. Non, je sais pas pourquoi j'avais une voix un peu chelou. Bizarre, je me reconnais pas. Qui suis-je? J'ai dû faire ma transition. Les amis, il y a eu quoi? 2 semaines entre le dernier 168 et celui-ci. J'ai du mal à être régulier. J'ai du mal parce que j'ai du mal, voilà. Parce que c'est une activité non rémunérée, que moi je suis une vieille pute, hein. Vous me connaissez, hein, je fais des blagues que si derrière il y a un petit billet sur la table basse, hein, même des chèques vacances. Et là, j'avoue, je vous cache pas que quand j'arrive en fin de semaine, que je suis éclaté parce que j'ai des semaines de chacal. Elles sont dures les semaines. Elles sont plaisantes, mais elles sont costauds. Ça demande son lot de calories, tout à fait. Et quand j'arrive en fin de semaine, un dimanche, qui est mon seul jour de repos, et que des fois j'ai un peu de boulot quand même à faire, et que en plus il y a un épisode de 168 à faire en toute fin de journée. Ah, ah là là, et pour peu que j'ai genre 3 sujets au lieu de 5, ah là là, il y a une flemme qui me gagne, une flemme. Je vais pas vous dire autrement, hein. Voilà, donc le travail oui, mais la rémunération c'est mieux. Donc n'hésitez pas, hein, je vais mettre dans la description de ce podcast sur Apple Podcast ou Spotify mon code IBAN. N'hésitez pas à me faire des virements, c'est pas. Hein, ça m'aidera à être plus régulier dans la diffusion de ce petit format sympathique, s'il en est. J'avais envie de vous parler de plusieurs choses cette semaine, de choses qui se sont passées évidemment dans ma vie, qui se sont passées dans votre vie, dans vos vies, qui se sont passées dans nos vies. J'aimerais juste commencer avec la COP26 qui s'est terminée, hein, au moment où vous entendez cet épisode. Et là, je me suis dit, bon, on est sur un échec, hein, évidemment, avec quelques petites promesses, hein, des promesses qui sont évidemment pas tenues. Et là, j'avais envie de dire, les gars, moi je suis pour tout ce qui est sauvetage de notre environnement qui va nous permettre de vivre pas trop inconfortablement, hein. Et donc je suis pour. Hein, je suis pour tout ce qui est moins de mer qui monte, moins d'incendies vénères partout dans le monde. Je suis pour ça. Mais écoutez, si on n'y arrive pas, les gars, bon bah faut se lâcher la grappe, hein, voilà, c'est tout. Hein, on pollue, on est des merdes, hein, voilà, on pourrit un petit peu l'environnement de cette planète. En tout cas, hein, d'un point de vue environnement qui nous aide à vivre, parce qu'après l'environnement de la planète restera celui qu'il est. C'est pas parce que sur Mars c'est impossible pour nous de vivre que cet environnement est pourri. Il faut sortir de son prisme anthropo centré, j'ai envie de dire. J'ai fait des études, mais donc non, on est en train de le pourrir pour nous. Bon, après, il y a des petits moineaux qui meurent et tout ça dans la foulée. Il y a des tortues des Galapagos qui se retrouvent avec des sacs picards au milieu de la gorge. Certes, c'est chiant. Mais visiblement, on n'y arrive pas, hein. On est trop égoïste. On a trop un système qui est assez vertueux et le changer, ça serait trop coûteux. On a la flemme. Ça coûte de l'argent, machin. Bon bah savourons dans ce cas-là. Je le dis, savourons. Hein. On assume le fait qu'on soit des véritables merdes parasitaires, hein, incapables d'avoir une vue à long terme et de prendre des décisions qui vont avec. Bon bah dans ce cas-là, on accepte ce qu'on est, on accepte et puis on savoure. On roule en 4x4 avec un pare-buffle. Voilà, je le dis, hein. Et puis on se le dit, on roule en disant pardon. C'est vrai que c'est pas très Charlie, mais bon, on assume, voilà, on assume. Voilà. Après, évidemment, tout ceci changera. Évidemment, hein, ça, je me suis rendu compte avec la pandémie, qu'il y a des grosses décisions qui peuvent se prendre. Des trucs un peu vénères, qui sont des décisions radicales, mais il faut vraiment avoir la tête dans le caca. Il faut avoir la tête dans le caca, faut être dos au mur, faut avoir un danger immédiat. Et alors là, bien sûr, là, tout est possible. Tout l'argent du monde arrive. Hein, on peut priver des libertés. On peut dire aux gens, ben non, en fait, vous n'avez pas le droit d'utiliser des voitures, en fait. Vous devez rouler qu'en vélo électrique pour les 10 prochaines années. Parce que sinon, on va mourir.
Donc vous faites ça, sinon on meurt. Ça, bon, là ça marche. Mais je crois que, au fait, c'est parce qu'on voit pas encore les conséquences. Mais le jour où je pense qu'il y a un petit peu d'eau à l'île de Ré qui commence à engloutir la maison de Fabrice Lucchini, là je pense que on va se dire, bon, ça commence à être chaud. À Paris, la Seine, elle est au niveau du premier étage de la Tour Eiffel. Peut-être qu'on devrait faire quelque chose. Et là, et c'est là qu'on fera quelque chose de vraiment, 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 vraiment radical. Mais ça n'arrivera que quand nous serons dos au mur, car nous sommes une espèce qui ne réagit pas sur du danger à long terme. C'est comme ça. Donc en attendant les amis, on profite. Hein. C'est comme dans un bel avion. Sit back, enjoy, and relax. Sit yourself, please. Sit the fasten seat belt. Pensez aux portes, évidemment. Et tout ça. Mais en attendant, on profite, on profite, on profite, on pollue, on arrête de culpabiliser. Mais on est des merdes. On est lucide sur le fait qu'on est des merdes. Hein. On transforme pas ça en angélisme, il n'y a aucun problème, non. Non, non, mais on assume, on assume. Voilà. Ça, c'était ma première proposition pour cet épisode de 166. J'allais dire 166, non, 168. Parce que si on enlève 2 heures, eh ben, il manque 2 heures. Voilà. Allez, deuxième sujet sur lequel j'aimerais discuter avec vous. Bah non, vous n'êtes pas là. Hein. Quoique, parfois, vous me parlez un petit peu sur les résals de 168. Ça me fait plaisir. Bah tiens, vous savez quoi? Parlez-moi un peu de 168. Hein. Vous m'envoyez des petits messages sur Instagram, tiens. Allez sur Instagram, comme ça je centralise tout. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, bah vous m'envoyez ça quand même sur Instagram. Vous vous démerdez. Hein. Vous donnez vos données à Mark Zuckerberg et vous m'envoyez des petits messages. Vous me dites comment vous écoutez 168. Qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est avant tout des réflexions? Est-ce que c'est avant tout des blagues? Est-ce que c'est avant tout un lien qu'on a ensemble, un lien un peu plus intime qu'une simple chronique dans le quotidien, un spectacle, que sais-je, un livre vous me parlez, vous me dites ce que c'est pour vous. Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous enlève? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous aimez? Vous ne mettez pas trop de fautes de français. Sinon, j'arrête de lire au bout de 2 lignes et je me mate plutôt un petit boulard. Mais, donc, vous m'envoyez un petit message et vous me parlez de votre relation à 168. Vous ne me parlez pas forcément de moi. Hein, je fais ça pas un message pour entendre dire Pablo, ta voix est vraiment extrêmement sensuelle aujourd'hui. Non, vous me parlez de votre relation à ce podcast. Allez, on échange. Deuxième sujet que je voulais évoquer donc avec vous, c'est un sujet d'empathie. Alors moi, vous me connaissez, il y a une petite tendance sociopathe à l'intérieur de moi. Hein, les sentiments, bon bah on les enfouit sous 200 kilos de tarama. Hein, ils sont sous la palette du tarama Blini. Et donc, je voulais vous parler d'empathie. Il y a quelques années de ça, je suis tombé sur une vidéo d'une conférence TED. J'ai horreur des conférences TED. Je trouve ça nul. Je trouve que l'état d'esprit est nul. Mais il y a de temps en temps quand même des gens brillants qui y passent, même si le niveau est à la baisse ces dernières années. Mais il y a quand même des gens brillants qui y passent. Et je me souviens d'il y a quelques années, alors j'ai pas encore retrouvé le nom, mais si vous tapez empathie conférence TED, vous êtes tombé sur un prof de sociologie, je crois, de la Penn State University. En tout cas, la conférence TED se passe à l'université de Pennsylvanie. Penn State, Penn pour Pennsylvanie. Je suis bilingue, je suis américain. J'ai regardé La mort dans la peau. Et donc, il parle de l'empathie. Et il parle d'empathie et il fait quand même une petite expérience sur 18 minutes où il nous invite à nous mettre vraiment dans les godasses de la personne qu'on déteste. Donc là, il prend évidemment l'exemple de terroristes, combattants, slash résistants irakiens. À l'époque de la conférence, c'était très clivant, puisque l'Amérique était en guerre en Irak. Et il essaie de nous montrer que la personne qu'on a en face et qu'on déteste n'est pas toujours juste le mal pur, au fait. C'est pas du mal pur sorti du néant. C'est-à-dire qu'il y a une logique, il y a des raisons, il y a des causes qui n'excusent pas. Hein, c'est le fameux on comprend, mais comprendre, ça veut pas dire excuser. Et on comprend, en fait. On comprend que c'est qu'en fait, chaque acte de la personne en face qu'on déteste n'a pas du tout la même valeur, le même sens que ce qu'on lui attribue comme sens. Et je crois que ça se termine, ou ça commence, non, ça se termine sur une citation de Dostoïevski. J'ai tellement peur de dire une bêtise. Ou c'est peut-être Tolstoï, en tout cas un grand auteur russe. Un truc du genre, il est facile de condamner le méchant, mais il est infiniment plus dur de le comprendre. Et moi, ça m'a toujours marqué, ce truc-là. C'est vrai que c'est très facile d'être indigné
de condamner quelque chose. Je me mets aussi dans le lot, hein. Il y a plein de fois où même à travers des vannes, je condamne des choses et je les critique ou des choses comme ça. Enfin, condamner, critiquer, c'est pas la même chose. Critiquer, c'est faire l'analyse de quelque chose et en voir les excès et les manques. Condamner, c'est autre chose. Il y a un jugement moral, c'est-à-dire on voudrait que ça n'existe plus. Ça, je le fais un peu moins, ça c'est sûr. Mais des fois, je le fais. Et, euh, et donc, euh, c'est très facile de condamner un criminel. C'est très facile de condamner un délinquant, de dire c'est mal ce que tu fais, Inch'Allah tu meurs. Mais c'est infiniment plus dur de prendre le temps et de comprendre ça. Et je trouve d'ailleurs justement que les très très grandes œuvres, parfois, pas toutes, il y en a qui sont des grandes œuvres sans répondre à ça, on comprend ce qui amène les gens vers le mal. Exemple, je sais pas, je pense à ça là, comme ça. Joker, le film que moi j'ai trouvé vraiment très très fort, et qui, comme toute œuvre, a ses défauts et aussi un grand nombre de qualités. Moi je trouve que la vertu de ce film-là, c'était donc de proposer une vision du personnage de méchant de l'univers de Batman, mais de voir comment il y arrive au fait. Euh, un mélange de maladie, de mauvais traitements, d'agressivité, d'hostilité de la société à l'égard de lui, absence d'aide, euh, ce genre de choses. Et au fait, euh, on se rend compte qu'en fait, il n'est pas tout seul à être responsable de sa propre attitude, quoi. C'est une vision fine, quoi, presque psychologique, sociologique, du comportement, quoi, d'un méchant. Il y a eu ça aussi avec le jeu vidéo The Last of Us Part 2, qui est sorti il y a quoi? Il y a peut-être un an, je sais pas, le temps passe vite. Là, pour le coup, on comprend vraiment l'attitude des uns et des autres. Il n'y a pas de méchant manichéen, il n'y a pas de méchant en soi, on n'est pas dans un Marvel. Et d'ailleurs, je trouve que dans les Marvel, tiens, le dernier méchant vraiment mortel qu'on a eu, c'est Thanos. Et ce qui était fort avec Thanos, surtout dans le premier volet de Infinity War, si je dis pas de bêtises, c'est que c'est pas un méchant manichéen, il est pas juste là pour détruire la Terre, il est là pour enlever la moitié de l'humanité parce qu'il trouve que comment dire, ça tue les ressources, ça tue le vivre ensemble parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de monde pour trop peu de ressources. Donc le mec est un peu un écolo nazi, quoi. Ou un nazi, mais avec un fond écolo, je ne sais pas. Et donc, ce personnage-là était vraiment hors du lot. Bon, il était hors du lot aussi par ses pouvoirs et tout ça, mais il était hors du lot aussi par sa vision et ses justifications, quoi. Et c'est là que je trouve ça assez brillant. Euh, on a ça aussi, bon, j'en parle beaucoup dans les films coréens, souvent dans les films coréens, il y a pas du tout de pensée manichéenne, tout est subtil, quoi. On comprend, enfin, il y a des raisons, et c'est pas des raisons manichéennes au comportement négatif, quoi. Et donc je voulais parler de ça, de l'empathie, de la conférence TED de ce sociologue, et je me suis dit aujourd'hui, on n'est pas du tout, 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 du tout éduqué à, à développer cet esprit-là. Parce qu'on a peur, je pense, que essayer de comprendre l'autre, c'est adhérer à ses pensées, à ses actions et tout ça. Et au fait, non, non, non. C'est sûr que ça te change ton point de vue sur la personne ou le groupe social que tu as en face et que tu détestes, de chercher à comprendre. Mais on comprend mieux. Tiens, je pensais à ça. Tiens, un autre truc. Exemple très concret, La Cravate, le documentaire La Cravate, qui était passé sur Arte il y a quelques années, hyper bien. Ça suit la vie d'un jeune militant RN, d'ailleurs qui après à la fin rejoint plutôt le camp de Philippot. Et ça suit son parcours. Alors au début, il était plutôt visiblement dans une tendance skin, presque néo-nazi et tout ça. Et après, il passe au RN, après, il passe chez Philippot. Et au fait, ça nous le présente, mais ça raconte son histoire aussi. Sa scolarité, le mec qui avait vécu de la pression de la part des professeurs. Il avait personne j'allais dire, pour le réconforter. Il était en conflit avec la société et tout. Et puis, il a trouvé une famille qu'il a accueillie, qui est donc une famille j'allais dire, de skin. Et il a trouvé du réconfort, de la sécurité, une identité, j'allais dire une vision là-dedans. Et en fait, on comprend vachement mieux. Et c'est pas parce que tu sais ça, que tu apprends ça, qu'en fait, que tu es en accord avec la personne. Moi, j'ai maté ce documentaire, je me suis pas dit, ah oui, en fait, le mec a raison. Bah non, en fait, il a tort, sauf qu'il a pas tort pour les raisons auxquelles tu pensais. Il a juste tort. Mais au fait, le mec a subi des choses et il a pas eu une vie facile, quoi. Il sort pas
sa pensée ou son idéologie d'un néant de confort, quoi. En gros, il y a des choses qui expliquent et pour lesquelles les gens sont moins responsables. Bref. D'ailleurs, c'est tout le taf souvent des avocats, hein, c'est d'expliquer le contexte de telle action pour un peu, j'allais dire, amoindrir une peine potentielle, quoi. Après, il faut pas en abuser, mais je trouve ça assez vertueux, quoi. En tout cas, ça enlève de l'agressivité. Et il n'y a pas de problème à condamner quelqu'un, même en le comprenant. C'est-à-dire qu'on a compris, ok, la règle du jeu, c'est le vol à l'arraché, c'est tant d'amende et tant de prison. Bon, bah, c'est les règles du jeu, tu les as pas respectées. Je comprends pourquoi tu les as fait, machin, t'es dans une misère sociale, mais je te condamne parce que tu respectes pas les règles du jeu. Mais au moins, je te déteste pas. En tout cas, voilà, la compréhension, l'empathie, elle a ce mérite d'enlever la détestation. Et je trouve que c'est pas une vertu qu'on développe des masses dans notre société. Quoi dire d'autre, les amis? Tiens, bah, puisqu'on parle de violence un peu dans notre société, je voulais vous parler J'ai vu un film hier soir, je suis pas allé au bout, c'était Red Notice, truc qui est débarqué sur Netflix avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot. Ok, film d'action un peu populaire et tout. Nul. Je m'explique, j'ai plutôt de la sympathie pour le cast. Euh, j'ai absolument pas supporté le fait que ce soit un film d'action non violent. Je m'explique. C'est un film d'action. Il y a de la bagarre, il y a des courses-poursuites, il y a des échanges de coups de feu, beaucoup, il y a des grosses fusillades, ok. Pas une seule personne qui se prend une balle. Pas une seule personne qui se prend une balle, pas de sang qui gicle, pas de trucs comme ça. Et alors ça, moi, je peux pas. Alors ça, moi, malheureusement, je ne peux pas. C'est-à-dire que dans un film, alors je dis pas qu'il faut aller dans l'ultra-violence, hein, c'est pas, on veut pas avoir des morceaux de crâne qui éclatent ou des yeux qui sortent de la tête ou des moignons arrachés, enfin des bras arrachés. J'ai pas dit qu'on veut voir ça. Mais genre, si tu fais des fusillades et que ça tire pendant 1 minute, 392 balles de M16 ou M4 ou AK-47, il y a un moment donné, il y a une balle qui doit rentrer dans un corps et il doit y avoir un petit peu de sang. Je veux dire, c'est vraiment le minimum de réalisme qui est demandé pour que le divertissement il soit quand même un petit peu jouissif. Voilà, c'est mon petit coup de gueule sur ce film d'action parce que j'ai trouvé que voilà, c'était pas assumé. Tu nous fais un film d'action, tu nous fais un film d'action et puis tu peux mettre un peu plus de réalisme sans non plus que ça devienne gore. Là, je pensais par exemple, je sais pas quoi, à True Lies. Bon bah True Lies, voilà, il y a des petits bobos, quoi. Il y a des croûtes, il y a des ongles incarnés, il y a des choses comme ça, voilà. Après, je pourrais vous en citer plein d'autres. Bref. Et puis, pareil avec les psychologies. On a essayé de nous vendre dans ce film-là. Mais c'est pareil hein, pour tous les films d'action grand public. On essaye de nous vendre un semblant de psychologie de personnages avec des problèmes de relations. Ok, il faut qu'ils arrivent à résoudre leurs conflits entre eux, à l'intérieur d'eux-mêmes et tout. Et en fait, ils sont tellement bidons et gros sabots que t'as envie de leur dire, bah non, en fait, on s'en branle du conflit, tu sais quoi. Mets-nous juste un personnage avec un caractère bien précis, hein, qui ne bouge pas pendant tout le film. Et en fait, on s'en fout qu'il ait un conflit à résoudre à l'intérieur, parce que là, c'est nul, au fait, ça sert à rien. Et puis, vous le faites, et puis vous le faites mal. Donc, tu vois, je sais pas, c'est comme quelqu'un qui veut me rajouter, je sais pas, un- une petite verrine en apéro de quelque chose dans un repas qui est déjà prêt, une verrine de, je sais pas, avocat crevette, et elle est pas très bien faite, elle est un peu décongelée, elle est dégueulasse, bah t'as envie de dire non en fait tais-toi. Le repas est déjà là, ne me rajoute pas quelque chose de très moyennement qualitatif en plus, hein. Abstiens-toi. Donc voilà, on demande plus de sang et on demande moins de psychologie dans les films d'action qui sont vendus comme des films d'action. Après je dis pas que il y a d'autres films voilà, on peut enlever toute forme de violence. Hein, je suis pour aussi. Et il y a des films où je veux bien de la pure psychologie. Tiens, on va parler d'autre chose de la psychologie. Quoique. Franchement, il y a un lien de ouf. Je commence à retourner un peu à la salle de sport. Alors, je fais un peu de sport, mais là, je retourne à la salle de sport parce qu'il fait froid, il caille. J'ai froid. J'ai pas envie de cavaler dehors. Il fait froid. Et donc, je retourne à la salle de sport pour faire un peu de tapis, quoi, de vélo, de choses comme ça, quoi. Et ça faisait très longtemps que j'étais pas allé dans une salle de sport. Et c'est assez dingue. C'est assez dingue parce que quand même, c'est quand même le seul endroit où il y a autant de gens qui partagent le même délire. Faire du sport, s'entretenir, avoir des muscles, avoir du cardio, avoir des choses comme ça. Et de ne pas du tout partager leur passion entre eux. C'est-à-dire que quand même,
C'est un même lieu, c'est ouvert en plus, une salle de sport, hein, c'est pas des cabines individuelles, c'est ouvert, et personne se parle, tout le monde a ses écouteurs sur soi. Euh, Ça discute pas, tu sens que si tu interromps quelqu'un, évidemment pendant l'exercice c'est chiant, mais même pendant la phase de repos, tu sens que la personne te déteste. Ça se regarde un peu en chien de faïence, comme ça se regarde avec des petits regards sur le côté. Euh, c'est assez compétitif, je pense, entre les mecs, parce que évidemment une salle de sport c'est avant tout masculin, parce que c'est là-bas qu'on développe du muscle. Et nous les hommes on a besoin de muscles pour se sentir bien et fort en société. Hein, les meufs, elles ont besoin de muscles, mais elles ont surtout besoin, quand elles vont au sport, elles ont surtout besoin d'un ventre plat et d'un cul rebondi, quoi. Elles ont vraiment besoin de ça. On va pas du tout au sport pour la même façon, les hommes et les femmes. Hein. Nous, on y va vraiment pour développer du muscle, de la puissance, de la force, quoi. Quelque chose qui nous fait sentir viril, quoi, un homme. Et les femmes, elles y vont surtout pour être, tu sens, désirable. Désirable. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui vont à la salle et font que de l'exercice pour en gros avoir le ventre plat et le boule. Donc un peu deux éléments qui jouent quand même sur la désirabilité d'une femme. Mais c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Pour moi, c'est vraiment l'individualisme moderne, mais version muscle. C'est chacun dans son petit couloir psychologique et on dérange pas les autres, hein. On n'est pas chiant avec les autres, puisqu'on n'a pas envie d'être dérangé soi aussi. Donc c'est chacun un peu dans son coin. C'est un peu tristounet. C'est pas du tout festif une salle de sport. Je dis pas qu'il faut ramener une planche mixte et des bières. Évidemment, on va pas transformer ça en fête des voisins. Mais mais quand tu vas dans un autre club de sport, du judo, des trucs comme ça, des sports co évidemment, bah déjà c'est un peu plus. Bon, déjà évidemment, quand tu fais des trucs collectifs, t'es amené à plus échanger, mais je pense aussi à de l'escalade ou des trucs comme ça, où il y a aussi des sports qui fonctionnent en individualité, où tu échanges plus. Et là, il n'y a pas ce truc-là. Il n'y a pas ce truc-là. Et alors, après, à la salle de sport, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est il y a quelque chose à creuser. Je pense qu'il y a des gens qui ont bossé là-dessus. Il faudrait que je creuse moi aussi un peu le sujet, voir s'il y a une bibliographie. C'est le délire des machines à poids, quoi. Le délire de vouloir pousser plus en plus lourd, de soulever plus en plus de poids. Moi, c'est pas du tout un délire que j'ai. Moi, j'y vais pour plutôt cavaler, faire du vélo, des trucs comme ça. En gros, j'y vais pour ne pas être gros, moi. J'y vais pour pouvoir dépenser de la sueur qui était au fait avant du sucre que j'ai mangé, hein, des chocolats, des pralines, des choses comme ça. Voilà, et de les transformer en eau qui sort par les pores de ma peau. Moi, j'y vais pour ça. Mais il y a tout un délire des machines à peau où il faut soulever de plus en plus. Alors, évidemment, moi, je vois que le sommet de l'iceberg. Hein, je vois pas du tout les clubs de culturisme. Alors là, c'est ça fois 1000. Mais je n'arrive pas à rentrer dans ce truc-là. Il y a le côté. Je crois que c'est pas un truc de force physique, c'est un truc psychologique de genre, je vais encore plus loin, je vais encore plus loin, je grandis au fait. Je grandis, je me développe. C'est vraiment un truc de croissance, d'expansion, je, je suis en mesure de prendre plus de place dans l'univers, quoi. Et puis si j'ai une résistance plus élevée, bah, je peux la prendre. Je sais pas, il y a un truc très à la Nietzsche, quoi, volonté de puissance, quoi. C'est genre, je veux me sentir vivre en exerçant ma force de résistance ou de pression, quoi. C'est assez marrant, assez mystérieux aussi à creuser. Faudra que je creuse ça. Allez, je voulais parler d'un dernier sujet. Le prénom Pablo. On m'a fait une réflexion il y a 2 jours, c'est ça. On m'a dit Pablo, c'est ton vrai nom. Alors on m'a déjà posé cette question. On m'a déjà dit Pablo, est-ce que c'est ton Pablo Mira, est-ce que c'est ton nom de scène? Et j'ai du mal à comprendre cette question. Je vais être honnête, je ne la comprends pas. Alors oui, oui, oui. Réponse, c'est mon vrai nom. Hein, c'est pas un nom de scène. Et puis si je choisissais un nom de scène, je choisirais quand même un meilleur nom de scène comme Iron Blow par exemple. C'est bien Iron Blow. Euh, ASAP. ASAP Blow. Oh, c'est bien ça, ASAP Blow. ASAP Pab. Ça pourrait marcher. Mais non, 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 c'est pas un nom de scène. C'est nul comme nom de scène, Pablo Mira. Ça marcherait si je voulais être danseur de flamenco. Mais je veux pas être danseur de flamenco. Mais comme nom de scène d'humoriste, c'est nul. Alors Pablo, donc oui, c'est mon vrai nom. Calvaire au début, les amis. Calvaire. 15 ans de pénibilité. 15 ans, évidemment, de jeu de mots sur ce prénom par les copains. Tableau, Pablo Picasso. Ce genre de choses, on s'amuse, hein. On s'amuse à l'école, hein. C'est fabuleux. Et puis après, c'est devenu sympa, parce qu'après les gens
avaient juste pas envie de faire des vannes sur le prénom Pablo, parce qu'ils avaient plus rien à dire et ils trouvaient ça nul, ce qui était vrai. Donc c'est devenu sympa. Ensuite, c'est devenu un peu utile avec les meufs, hein. Pablo, c'est quand même mieux que Thierry ou que Guillaume, hein. Désolé Guillaume, mais Pablo, c'est sympa, hein. Il y a un peu d'exotisme, ça réveille des saveurs, ça réveille des senteurs. Voilà. Euh, et ensuite, les gens n'en ont eu plus rien à foutre. Déjà parce qu'après, il y a eu une explosion de prénoms chelous, hein. Il y a eu des Enzo, il y a eu des Matteo, il y a eu des Salves. Alors, Pablo est en train j'ai l'impression de vivre une seconde vie. C'est en train de devenir populaire, un petit peu ce prénom. Alors, ce sera jamais aussi populaire que Célestin ou Michel, non, non, je sais pas, ou Mohamed, ou Karim, ou Laure, ou Maël, mais il y a un petit regain. Il y a un petit regain de Pablo. J'en vois alors que j'en voyais pas avant. Avant, j'étais tout seul en France, hein. Il y a eu une époque, ça a duré 3 semaines, où j'étais le seul Pablo de France officiellement. Là, maintenant, on doit être 380. Bon, ça crée de la concurrence, c'est un peu compliqué. Mais écoutez, là, quand même, c'est pas très très original de donner, je trouve, Pablo comme prénom à un enfant, quoi. C'est chelou de donner aujourd'hui Pablo comme prénom. T'as envie de lui dire, bah, attends, tout le monde donne des prénoms un peu exotiques, un peu sympas, et toi, tu donnes Pablo, quoi. Pourquoi ça? Pourquoi aller chercher un prénom espagnol? Quelle est ta démarche? Je ne te comprends pas. Mets-toi en PLS et tais-toi à tout jamais. Voilà, c'est vraiment ce genre de choses que ça m'inspire aujourd'hui, les gens qui donnent le prénom Pablo à leur enfant, qui est un prénom sympathique, mais que je trouve pas super pertinent aujourd'hui. Bref, c'était les choses que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. On a évoqué tous les sujets que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas, vous m'envoyez un petit mot sur Instagram. Vous me dites, c'est quoi votre relation à ce podcast? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce qu'il vous insupporte? Pourquoi vous l'écoutez? Comment vous l'écoutez? Avec qui vous l'écoutez? Vous l'écoutez avec quel matériel? Bluetooth ou pas Bluetooth? Non, mais vous me dites, c'est quoi votre relation? Me parlez pas de moi, parlez-moi de ce podcast. Parlez-moi de ce podcast. Allez, sur ce, je vous fais des petits bisous, hein, j'embrasse ça partout. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vais essayer de pas être flemmard, je vous promets. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de quelqu'un d'autre, évidemment. Après, pas plus, parce que ça devient vite fatigant. Allez, Bessos.